Salam alaikum. Dans cette séance, nous allons poursuivre notre cours de magnétostatique dans le vide. Je rappelle que lors de la dernière séance, nous avons traité les forces magnétiques. Nous avons établi la force de la place. F est égal à QV vectoriel B pour une charge ponctuelle Q animée d'une vitesse V et placée dans un champ d'induction magnétique B. Cette expression devient, dans le cas d'un circuit filiforme parcouru par un courant I, dF égale à IdL vectoriel B. On remplace QV par IdL. Nous avons aussi énoncé le théorème de Maxwell qui parle du travail de la force magnétique et qui s'énonce de la façon suivante. Le travail des forces magnétiques agissant sur un circuit filiforme est égal au produit de I par le flux coupé par le circuit pendant le déplacement. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est phi, c'est le travail est égal à I multiplié par la variation du flux à travers le circuit entre l'état initial et l'état final. Aujourd'hui, nous allons enchaîner avec le paragraphe suivant, c'est le paragraphe 9, qui va traiter des coefficients d'induction magnétique. Je vais considérer un circuit C filiforme qui est parcouru par un courant d'intensité I. Ce courant d'intensité I qui traverse ce circuit va être à l'origine d'un champ d'induction magnétique donné par, à partir de la loi de Bethe-Savart, il est donné par l'expression intégrale sur le circuit C de mu0 sur 4pi dl vectoriel R sur R au cube. Ça, ce sera le champ en un point M quelconque de l'espace. Donc, je mets BM égale à ceci. M, c'est un point M quelconque de l'espace. Et bien sûr, R, c'est la distance qui sépare l'élément dl en question. Je vais prendre n'importe quel élément dl. Au point M considéré. Bien, ce champ B qui est partout dans l'espace, il va se trouver aussi au voisinage, ou bien au niveau du circuit, au niveau de la surface limitée par le circuit. Et le flux phi de B à travers la surface limitée par le circuit C, à travers C, et va s'écrire de la façon suivante, phi égale l'intégrale double de B ds à travers le circuit C, ou bien la surface du circuit C. Bien, si on remplace le courant I par un autre courant I', je remplace I par un autre courant I', qui est égal certainement à une certaine constante alpha multipliée par I, eh bien dans ce cas, le champ produit par ce circuit le champ créé au point M, il sera égal à B', qui va avoir la même expression que celle de B, en remplaçant bien sûr le courant I, pardon, là il manque un courant I, en remplaçant le courant I par le courant I' qui est égal à alpha I, ce qui veut dire que B' sera égal à alpha
B. Et par conséquent, le flux phi', à travers C, le nouveau flux, il va s'écrire phi' égale au flux à travers la surface du circuit C de B' ds. Et puisque B' est égal à alpha B, ceci sera égal à alpha multiplié par le flux phi. Donc, en résumé, si je remplace le courant I par le courant I', je vais obtenir un nouveau flux phi'. Et on peut constater que le rapport I plutôt de phi' sur phi, on peut donc écrire que phi' sur phi est égal à I' sur I égale à alpha. Ou bien, on peut écrire phi' sur I' est égal à phi sur I égale à une constante L, ce qui veut dire que phi est proportionnel au courant I. Le flux est proportionnel au courant I. Donc je peux écrire qu'en général, phi est égal à L I et le facteur de proportionnalité L est appelé coefficient d'induction magnétique. Coefficient d'induction magnétique. Donc ça, c'est un résultat intéressant. Le flux est proportionnel à l'intensité du courant et le facteur de proportionnalité, ça s'appelle le coefficient d'induction magnétique. Qu'est-ce qui va se passer si, au lieu d'avoir un seul circuit, on a deux circuits? Et phi 1, 2, ça s'appelle, c'est le flux de B2 à travers le circuit C1, c'est le flux d'induction mutuelle. Donc phi 1, je reviens, phi 1 égale à phi 1, 1 plus phi 1, 2. Le premier flux, qui est le flux propre, il sera proportionnel au courant I1, parce que c'est le flux de B1. Et B1, il est créé par le courant I1. Le facteur de proportionnalité, je vais l'appeler L1, 1, multiplié par I1. De la même manière, phi2, c'est le flux du champ B2 créé par le courant I2 à travers le circuit C1. Il est proportionnel donc au courant I2 et le facteur de proportionnalité c'est L1, 2 multiplié par I2. Je peux faire le même
raisonnement pour le flux à travers le circuit C2. Donc, de même, le flux du champ total B à travers le circuit C2, il va se mettre sous la forme phi2 égale phi 2, 1 plus phi 2, 2. Et ça sera égal à L de 1, un coefficient L de 1 multiplié par le courant I1 et plus L de 2 multiplié par le courant I2. Les coefficients L11 et L12, L21 et L22 sont appelés, alors, les coefficients L, I, J sont les coefficients d'induction magnétique. Sont les coefficients d'induction magnétique. Si I est égal à J, on aura donc L, I, I, qu'on écrit aussi M, non, L et I, pardon. On a les L et I qui s'appellent les coefficients d'induction propres. Ce sont les coefficients d'induction propres. Et si I est différent de J, dans ce cas, on va avoir L, I, J, qu'on note aussi M, I, J, et qui s'appellent les coefficients d'induction mutuelle. On peut généraliser ce résultat lorsqu'on aura N circuits, si on a plusieurs circuits, pour petit n circuits, C1, C2, jusqu'à Cn, et bien dans ce cas, le flux à travers le circuit J, à travers le circuit CJ, il va se mettre sous la forme suivante. Phi J égale à la somme depuis I égale à 1 jusqu'à N de L, I, J multiplié par le courant I indice petit i, qui peut s'écrire aussi sous la forme L, J, J multiplié par le courant I, J, plus la somme sur I différent de J de M, I,
J multiplié par I indice I. Si je veux rassembler tous les flux, phi1, phi2, phi3, ainsi de suite, en fonction de I1, I2 jusqu'à IN, ça va me donner une matrice colonne phi égale à une matrice carrée n fois n constituée par les coefficients L et multipliée par une matrice colonne I constituée par I1, I2 jusqu'à IN. Pour les coefficients d'induction magnétique, leur unité est le Henry de symbole H. L'unité de L, I, J est le Henry de symbole H. Et on montre que cette matrice est symétrique parce que L, I, J est égal à L, J, I. C'est-à-dire que l'action d'un circuit C1 sur un circuit C2 est la même que l'action du circuit C2 sur le circuit C1. Bien, nous allons enchaîner ensuite par le paragraphe suivant qui va traiter le phénomène d'induction électromagnétique. C'est le paragraphe 10. Phénomène d'induction électromagnétique. Pour introduire ce phénomène, qui est un phénomène très intéressant, nous allons présenter deux expériences de base. Première expérience de base, expérience première expérience. Je vais considérer un circuit C qui n'est parcouru par aucun courant. Et puis, je vais considérer une source de champ magnétique qui peut être soit notre circuit, soit un aimant, qui va créer un champ magnétique en tout point de l'espace. Et en particulier sur le circuit. Alors l'expérience est la suivante. Si on éloigne C, d'abord on va placer ici un galvanomètre dans le circuit. Un galvanomètre, c'est un appareil qui va permettre de détecter le passage de courant électrique, galvanomètre G. Lorsque je suis à l'état initial, j'ai le galvanomètre qui indique 0. Alors maintenant, si on éloigne C de l'aimant,
C'est-à-dire si on se déplace dans ce sens-là, lorsqu'on effectue un déplacement dans ce sens, donc si on effectue un déplacement dans ce sens-là, on va constater que le circuit, ou plutôt que l'aiguille du circuit, va dévier, l'aiguille du galvanomètre, pardon, il va dévier dans un sens. Par exemple, il va dévier dans ce sens-là. Comme ça. Maintenant, si on approche le circuit de la source, si on approche le circuit C de la source, c'est-à-dire en faisant un déplacement dans ce sens-là, eh bien dans ce cas, nous allons constater que l'aiguille du galvanomètre G va dévier aussi, mais il va dévier dans le sens opposé, le sens qui est comme ça. Donc ça, c'est la première expérience. D'abord, au départ, le circuit ne contient aucun générateur, aucune source de courant, il n'est traversé par aucun courant. Et par conséquent, le galvanomètre indique la valeur 0. L'aiguille du galvanomètre indique la valeur 0. Ensuite, on éloigne le circuit de l'aimant. Dans ce cas, l'aiguille va dévier dans un sens et lorsqu'on arrête le déplacement, l'aiguille revient à la position 0. Si je déplace le circuit dans l'autre sens, si je le rapproche de la source du champ magnétique, l'aiguille du galvanomètre va dévier, mais dans l'autre sens. Et lorsqu'on va arrêter le déplacement, eh bien, l'aiguille va revenir à sa position initiale. Ça, c'est pour la première expérience. Donc, je résume ce que je viens de dire pour cette première expérience. Si on éloigne le circuit C de l'aimant, l'aiguille du galvanomètre dévie, indiquant le passage d'un courant. Indiquant le passage d'un courant dans le circuit C. Si on arrête le déplacement,
Si on arrête le déplacement, l'aiguille revient à 0. Il n'y a plus de courant. Ensuite, si on déplace C dans l'autre sens, c'est-à-dire si on approche C de l'aimant, dans ce cas, l'aiguille dévie dans l'autre sens. L'aiguille dévie dans l'autre sens, indiquant le passage, d'un courant dans le circuit C, mais dans l'autre sens. Et si on arrête le déplacement, I, ou plutôt l'aiguille, revient à 0. Bien, comment interpréter cette expérience? On voit que lorsque je déplace le circuit C, le champ d'induction magnétique B au niveau de la surface de C change. Lorsque je m'éloigne, le champ B diminue et lorsque je m'approche, le champ B augmente. Donc, l'apparition du courant qui s'appelle un courant induit, l'apparition de ce courant dans le circuit C est due à la variation de B au niveau du circuit C. Donc, au cours du déplacement, le champ varie. Mais lorsque j'arrête le déplacement, le champ, c'est un champ statique qui ne va plus varier. Et dans ce cas, je n'ai plus de courant induit. Donc, le courant induit, il est lié à la variation du champ B. Lorsqu'il n'y a pas de variation de B, alors il n'y a pas de courant induit. Le sens du courant dépend du sens de variation. Lorsque j'ai une augmentation du champ, le circuit circule dans un sens, mais lorsque j'ai une diminution du champ, le courant circule dans le sens opposé. Ça, c'est pour la première expérience qui me permet de dire que le courant induit est causé par une variation du champ B au niveau du circuit C. Ça, c'est pour la première expérience. Alors, la deuxième expérience est la suivante. On va considérer une région de l'espace où règne un champ uniforme B.
Champ uniforme, ça veut dire qu'il va garder la même direction, même sens et même intensité partout dans cette région. Et dans cette région, je vais considérer un circuit sous forme rectangulaire dont trois côtés sont fixes et un côté est constitué par une tige mobile. J'ai donc les côtés, plutôt les sommets du rectangle sont A, B, C et D. Ce circuit, il est placé dans une région où règne un champ d'induction magnétique et je vais placer dans ce circuit un galvanomètre qui va me permettre de détecter le passage du courant. Dans l'état initial, j'ai le courant qui est égal à 0. Le galvanomètre indique un courant nul. Donc le circuit rectangulaire n'est parcouru par aucun courant, bien qu'il soit plongé dans le champ d'induction magnétique B, qui est uniforme. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écarter, je vais déplacer la tige mobile qui est le côté BC. Alors, si je déplace la tige dans ce sens, c'est-à-dire que j'éloigne la tige. Lorsque je vais déplacer la tige dans ce sens, eh bien, je constate que il y a un courant pendant le déplacement, il y a un courant indiqué par le galvanomètre. L'aiguille va dévier dans un certain sens. Par exemple, il va dévier dans ce sens-là. Si j'arrête le déplacement de la tige BC, le courant revient à zéro. L'aiguille va revenir à sa position initiale. Ensuite, si je déplace la tige dans le sens opposé, indiqué par la flèche bleue, c'est-à-dire lorsque je vais approcher le côté BC du côté AD. Eh bien, dans ce cas, on constate qu'il va y avoir un passage de courant, mais dans le sens opposé. L'aiguille va dévier dans l'autre sens. Et si j'arrête le déplacement, l'aiguille revient à sa position initiale. Je résume ce que je viens de dire, de cette expression. Si on éloigne la tige mobile BC de AD, alors le galvanomètre G indique le passage d'un courant induit. Ce courant s'annule, lorsqu'on arrête le déplacement. Le courant s'annule lorsqu'on arrête
le déplacement. Maintenant, si on approche la tige mobile BC de AD, alors l'aiguille du galvanomètre G dévie dans l'autre sens, ce qui indique le passage d'un courant induit, mais dans le sens opposé. Et quand on arrête le déplacement, l'aiguille revient à sa position initiale, c'est-à-dire indiquant qu'il n'y a plus de courant. Revient à sa position initiale. Ça, c'est la deuxième expérience. J'ai un champ d'induction magnétique qui est uniforme. Et maintenant, ce qui va changer, lorsque je déplace la tige mobile BC, c'est pas le champ d'induction magnétique au niveau du circuit, mais c'est la surface du circuit. Lorsque j'éloigne BC, la surface augmente. Lorsque je diminue, lorsque j'approche BC, eh bien la surface diminue. Au cours de la variation, il y a un courant induit qui apparaît dans le circuit. Mais dès que la tige devient immobile, lorsqu'on arrête le déplacement, le courant revient à zéro. Donc je peux conclure à partir de cette expérience que la variation de la surface du circuit crée un courant induit dans le circuit. Donc pour la première expérience, j'obtiens un courant induit à cause de la variation de l'intensité du champ magnétique, à cause de la variation du champ magnétique au niveau du circuit. Dans le deuxième cas, dans la deuxième expérience, j'obtiens aussi un courant induit dans le circuit, mais par la variation de la surface du circuit. En combinant entre les deux expériences, la grandeur qui varie dans les deux cas, c'est le produit de B par S. Et le produit de B par S, c'est rien d'autre que le flux de B à travers la surface S. La grandeur qui varie dans les deux expériences et qui cause l'apparition d'un courant induit
courant induit dans le circuit et le flux de B à travers la surface limitée par le circuit. Donc avec cette expérience, on voit que la variation du flux, c'est-à-dire la variation ou bien du champ ou bien de la surface, va produire dans le circuit un courant électrique. Et si le courant existe dans le circuit, eh bien ça veut dire qu'il y a une force électromotrice qui permet le mouvement des électrons, bien des charges dans le circuit. Quelle est l'expression de cette force électromotrice et quel est le sens de ce courant? Bien, on a vu que le sens du courant change suivant que le champ augmente ou bien il diminue, ou bien suivant que la surface augmente ou bien elle diminue. Dans les deux cas, le champ, ou plutôt le sens du courant induit dépend de la variation du flux. Alors, comment déterminer le sens du courant induit? La détermination du sens du courant induit est donnée par la loi de Lenz. Loi de Lenz. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Eh bien, il dit que le sens du courant induit dans un circuit est tel qu'il s'oppose par ses effets, à la cause qui lui a donné naissance. Donc la loi de Lenz, il dit que le sens du courant induit dans un circuit est tel qu'il s'oppose par ses effets à la cause qui lui a donné naissance. Bien, quelle est la cause qui donne naissance au courant induit? On vient de voir que la cause, c'est la variation du flux. Lorsqu'on parle de variation de flux, ça peut être une augmentation ou bien une diminution. Si il s'agit d'une augmentation du flux, eh bien dans ce cas, le courant dans le circuit va circuler de façon à diminuer le flux de B. S'il s'agit au contraire d'une diminution du flux, eh bien il va circuler dans l'autre sens de façon à augmenter le flux. La loi de Lenz, c'est le principe de l'action et de la réaction. Lorsque vous avez une action, la réaction, elle est toujours dans le sens opposé, elle est de même intensité et dans le sens opposé. Donc, la loi de Lenz me permet de trouver le sens du courant induit à partir de la variation du flux. Je répète, s'il s'agit d'une augmentation, le courant va circuler de façon à diminuer le flux. S'il s'agit d'une diminution du flux, il va circuler de façon à augmenter le flux. Bien, alors ce courant induit, on vient de dire qu'il est dû à l'apparition dans le circuit d'une force
électromotrice appelée la force électromotrice induite. Quelle est l'expression de cette force électromotrice induite? Eh bien, c'est donné par la loi de Faraday. Loi de Faraday. Qu'est-ce qu'il dit cette loi? Eh bien, il dit que la force électromotrice induite dans un circuit C est E égale. On a vu que le courant induit, c'est-à-dire la force électromotrice induite, est due à la variation du flux. Mais ce n'est pas la variation de l'espace, mais la variation dans le temps. Parce que lorsque j'ai la variation dans le temps du flux, eh bien dans ce cas, j'ai apparition d'un champ d'induction magnétique. Donc E va dépendre de la variation de phi avec le temps, c'est-à-dire dφ sur dt. Et d'après la loi de Lenz, la circulation, il sera de telle façon, la circulation du courant, ou bien la force électromotrice induite, il sera telle qu'elle va s'opposer à cette variation. Et donc la force électromotrice E, il sera égale à moins dφ sur dt. Si j'ai une augmentation du flux, donc dφ sur dt est positive, donc la force électromotrice il sera égale à moins cette augmentation. Si il s'agit d'une diminution, donc dφ sur dt sera négatif et E il sera à moins cette diminution, donc il sera positif. Ça, c'est la loi de Faraday, comme vous voyez, et qui donne l'expression de la force électromotrice induite et qui inclut par le signe moins la loi de Lenz. Le signe moins, il traduit la loi de Lenz. Si le circuit C a une résistance R, c'est la résistance du circuit C et R, alors dans ce cas, l'intensité du courant induit, petit i, il sera égal à la force électromotrice induite divisée par la résistance du circuit. Bien, nous avons terminé avec ce paragraphe et on termine la partie de la magnétostatique par le dernier paragraphe qui sera consacré à l'énergie magnétique et en particulier à la densité d'énergie magnétique. Densité d'énergie magnétique. La démonstration de l'expression de la densité d'énergie magnétique, vous l'avez sur le polycopier que vous pouvez voir soit sur la plateforme, soit récupérer au département de physique. La démonstration elle est assez longue, mais je vais essayer de vous donner l'expression finale par analogie avec ce que vous avez vu en électrostatique. Donc on rappelle qu'en électrostatique, la densité d'énergie électrique la densité d'énergie électrique s'écrit sous la forme
et oméga indice E qui est égal à dW électrique sur D taux, eh bien c'est égal à, ça vous l'avez déjà vu, 1 demi epsilon 0 E au carré. Et donc si je veux déterminer l'énergie électrique dans n'importe quel volume, ça sera l'intégrale triple sur le volume considéré de 1 demi epsilon 0 E au carré D taux. Ça, c'est juste un rappel, vous l'avez déjà vu en électricité 1. Alors, par analogie, en magnétisme, la densité, je rappelle que ça, ce n'est pas une démonstration, la démonstration, vous l'avez sur votre polycopier, par analogie, la densité d'énergie magnétique est donnée par la densité d'énergie magnétique et, alors je l'appelle oméga indice petit m pour la densité d'énergie magnétique qui sera égale à la dérivée de l'énergie magnétique sur d taux, il sera égal, eh bien, par analogie, 1 demi, ça sera aussi 1 demi. Epsilon 0, nous avons vu qu'on remplace epsilon 0 par 1 sur mu 0. Donc 1 sur 2 mu 0. Et on remplace le champ électrique par l'intensité du champ électrique par l'intensité du champ magnétique. Donc E au carré sera remplacé par B au carré. Et ça vous donne la densité d'énergie magnétique. Pour avoir l'énergie magnétique, il suffit d'intégrer cette expression Wm qui sera égal à l'intégrale triple sur le volume considéré de B au carré sur 2 mu 0 d taux. C'est cette expression dont vous aurez besoin par la suite. La démonstration, comme je l'ai déjà dit, vous l'avez sur votre polycopier. Et c'est terminé pour cette première partie qui a été consacrée à la magnétostatique. La prochaine fois, Inch'Allah, nous allons aborder la deuxième partie qui sera relative au courant alternatif sinusoïdal. À la prochaine séance, Inch'Allah.